C'est l'émission qu'il vous faut sur Sud Radio. Salut mon Jean-Luc. Oui, c'est mieux quand on allume son micro. J'appuie sur le bouton, voilà. Non, c'est parce que je débute à la radio, c'est pour ça. Jean-Luc Moreau, aujourd'hui émission spéciale, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Nous recevons une personnalité du monde de l'auto en France. On reçoit le directeur général de Citroën, parce qu'il y a une petite actu Citroën. Alors il y a déjà énormément de questions. Oui, parce qu'en début de semaine, la C5X a été présentée. C'est le nouveau vaisseau amiral. C'est pour ça que Vincent Cobay est avec nous aujourd'hui. Donc si vous avez des questions à lui poser, surtout, vous n'hésitez pas. Il est là pour y répondre, quelles que soient les questions. Et Vincent, il y en a des méchantes. Alors, oui. Donc, je suis obligé de vous le dire maintenant. On partagera tout. Mais parce il ne pourra qu'on pas parle partir vrai. parce qu'il est attaché sur le siège. On parle vrai sur Sud Radio, vous le savez. Au programme de notre rendez-vous, déjà pour intervenir, un seul numéro de téléphone à composer, le 0826 300 300. Vous nous rejoignez également, comme vous le faites tous les samedis, très nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. On prendra également vos questions à la volée pour les poser dans cette émission. Nous parlerons d'une position que l'on aime beaucoup. Vous allez me demander ma position préférée? En voiture. Ah oui, alors on verra Ça dépend des comment hommes. bien se tenir au volant. Parce que un conducteur sur deux est mal installé dans sa voiture. Et les conductrices? Même chose. Quand je dis conducteur, j'englobe tout le monde, bien évidemment. Allez, on parle évidemment de la position dite au volant. Et puis dans la question environnement, nous allons faire rentrer nos amis motards dans On parle auto. Eh oui, parce qu'ils sont concernés eux aussi par les vignettes critères. Et comme les motos avaient un temps de retard par rapport à l'automobile en matière de dépollution, il y a beaucoup de motards qui achètent des petites motos en se disant ouais chouette, ça va rouler mieux, puis ils se retrouvent avec des vignettes critères 4 et ils se rendent compte que dans certaines villes, ils pourront pas rouler. Ça va arriver d'ailleurs pour la région parisienne à partir et puis pas que la région parisienne, bien évidemment, il y a d'autres villes, il y a Grenoble, il y a Lyon, le Grand Bordeaux, Lyon, il y a Marseille, et il y a la France, quoi. Partout, Strasbourg, exactement. Lille. Allez, c'est parti. Exactement. On parle auto, c'est avec vous. 0826 300 300. Avec bonheur, on vous attend. Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on commence avec notre question pratique. C'est Laurent Mandonnet qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors on va déjà en profiter puisque vous savez qu'on va le garder toute l'émission a priori s'il est sage. Vincent Cobé, notre invité. Si vous voulez mettre un casque, Monsieur Cobé, vous pouvez. Voilà. Ici on fait masque et casque. Est-ce que je peux parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec cette émission? Oui. Voilà. Maman, j'ai voulu aller chez le coiffeur. Il est en vacances cette semaine, donc il faut pas me faire de réflexion sur. Parce que maman regarde sur ma coupe de cheveux. Ah oui, non, mais j'ai droit aux réflexions. Alors Laurent, vous, votre coupe de cheveux, elle va comment? Ah pardon, c'est pas sa coupe, c'est. On vous écoute pour votre question. Oui, alors en fait, je change mon Opel Zafira 2 finition Cosmo pour une Mercedes C220 classe C220 CDI finition PAC Luxe. Ouais. Elle est de quelle année cette voiture? Elle est de 2005. D'accord. Apparemment, j'ai vu que c'était un modèle qui était super fiable. Alors, celle de 2005, oui, parce que quand elle est sortie, en fait, c'est la deuxième génération de la Mercedes classée. Quand elle est sortie, elle avait quelques petits soucis électroniques. Bon, c'était rien par rapport à la classe E à l'époque. Quand elle est sortie, la classe E, on était en pleine révolution de la numérisation des voitures, on va appeler ça comme ça. C'était le multiplexage. Et la Mercedes classe E avait plein de fonctionnalités qui étaient nouvelles. Et il y avait des pannes à répétition. Et vous savez quoi? Il a fallu qu'il fasse appel à des ingénieurs de la défense en Allemagne, qui eux maîtrisaient le multiplexage depuis plus longtemps, pour retrouver les raisons de ces pannes. Et ils ont supprimé 80 fonctions, je crois, à l'époque, pour arriver à fiabiliser. Donc la classe C a subi un petit peu ça, mais beaucoup moins. Et elle a eu, alors c'est pas un restylage, mais il y a eu une deuxième version en 2004, et les modèles qui sont postérieurs à ça ont absolument aucun souci de fiabilité. On est même dans les belles années des diesels qui étaient les diesels à rampe commune, avec pas trop de système de dépollution derrière, donc qui sont extrêmement fiables, où on peut faire 500 000 km. Pour les gens qui ne savent pas ce que veut dire rampe commune, dont moi. Voilà. Rampe commune. C'était les systèmes commune. haute pression avec, en fait, on avait pour le système d'injection, on avait une pompe très haute pression qui montait le carburant à très haute pression. Alors on arrive aujourd'hui on est à des pressions de 2000 bars, mais à l'époque on n'en était pas encore là. Et donc on mettait le carburant sous pression dans cette rampe. D'accord. Et quand l'injecteur s'ouvrait, il bénéficiait d'un carburant sous très haute pression, ce qui permettait de mieux pulvériser. Et on améliorait le rendement des moteurs comme ça. Top, j'ai appris un truc, super. Voilà. Mais alors du coup, votre question, Laurent, c'est de savoir si vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est ça? Oui, en fait, pour tout vous dire, la voiture, c'était un ami, donc je pense que après. Est-ce que ça va rester un ami? C'était ça votre question, en fait. Non, ça le restera normalement.
Oui, j'ai vu que par contre il y avait une chaîne de distrib. Est-ce qu'il y a un entretien particulier? Non, normalement, sur ces chaînes de distribution-là, il n'y a pas d'entretien particulier. D'accord. Et l'avantage d'une chaîne de distribution, c'est qu'en plus, si elle montre des signes de fatigue, ça commence à faire du bruit. Donc on est prévenu. Alors qu'une courroie, quand elle commence à fatiguer, si elle va lâcher, vous n'êtes pas prévenu du tout. Bon, faut y aller. Je sais, le Zafira, ça m'a fait ça en Corse. Hein. C'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure quand vous m'avez dit j'avais un Zafira. Alors c'était un diesel? Oui, c'était un litre 9 CDI finition Cosmo, là. Et vous l'avez gardé toutes ces années, vous avez du pot, hein, franchement. C'est vrai, la motorisation, elle a été... non, mais c'est pas ça, c'était une misère. Ouais, non, ces années-là, c'était mieux que celle d'avant. Une misère en fiabilité, cette voiture. Ah ouais, non, franchement. Celle d'avant, c'était pire, non? Alors là, Joker, parce qu'on a quelqu'un, vous savez, il fait partie de Stellantis et Opel, maintenant, ça fait partie du groupe. Ouais, enfin, donc, Opel va pas très bien. Hein, donc... Je voudrais pas qu'il me balance. Non, moi, le Zafira, j'ai quasiment pas eu de soucis. Hein, ah ouais, vous avez eu du pot, hein, parce que je peux vous assurer que moi, j'ai... Du pot, c'est normal, on parle voiture, donc on a toujours du pot. Pardon. Mais, bisous, Laurent, merci beaucoup. Oui. Je peux juste vous poser une dernière question? Ouais, allez-y. Une minute. Alors, j'ai vu qu'il y avait un débat par rapport sur la vidange de la boîte auto. Vidange. Alors non, il n'y a pas de débat sur la vidange de la boîte auto. Non. À 80 000 km maxi, en fonction de l'usage que vous en avez. Si vous tractez une caravane, ça sera avant. Si vous faites beaucoup de villes, ça sera avant. Si vous faites que de l'autoroute à 160 km/h en Allemagne, ça sera avant. Il y a obligatoirement une vidange sur une boîte automatique. À partir du moment où il y a un graissage sur un organe, on comprend bien que le lubrifiant, il va s'user, il va s'oxyder avec le temps. Vous allez perdre en qualité. Votre boîte, les rapports vont passer de façon plus brutale. Donc, vous avez tout intérêt à faire la vidange de la boîte automatique. Maintenant, les centres auto commencent à s'y mettre avec des systèmes automatiques parce que ce qui est compliqué avec une vidange de boîte auto, c'est qu'il faut le faire à une température précise, il faut être très précis sur la quantité d'huile. Donc, jusqu'à présent, ceux qui le faisaient, il y avait toujours le risque de casser la boîte juste après. Maintenant, il y a des appareils qui vont faire ça automatiquement et dans les réseaux, ils vont faire ça. Vous me l'avez énervé là. Mais je peux vous faire un compliment, Jean-Luc? Oui, madame. J'adore quand vous parlez mécanique. Vraiment, vous avez une pointure, quoi. Voilà. Au-delà d'apprendre des choses avec vous, je sens la passion et l'envie. Hein, monsieur Cobé? Moi, je suis impressionné, j'apprends des choses. Non, mais en plus, alors, tiens, justement, Vincent, les boîtes automatiques, ça représente quoi aujourd'hui chez Citroën? Parce que ça, c'est une vraie question qui peut suivre ce qu'on vient de dire. Alors, il y a 2-3 trucs. En 30 secondes? En 30 secondes. On va le faire simple. On a lancé une nouvelle C4 récemment. Ah, je l'adore. Et quand on lance une nouvelle C4, on est dans le segment compact, en Europe de l'Ouest, on se dit, on va faire 20-30%. On fait 60%. En automatique. On fait 60% d'automatique. C'est normal aussi parce que la C4 quand on a goûté à l'automatique, on peut plus revenir en arrière. Surtout quand on habite en métropole. Enfin, bon. Oui, mais je pense que c'est effectivement une rue à sens unique, comme dit Jean-Luc. Quand vous avez conduit une automatique, vous revenez pas en arrière. Je suis d'accord avec vous. À part sur des voitures très sportives. Et encore, vous savez que... Regarde Maserati, tu peux bouger. Non, mais il y a quand même une marque qui ne propose que des boîtes automatiques. Si je vous la demande, vous n'allez jamais me la citer. Que des boîtes auto? Ouais, une marque qui ne fait que des voitures à boîte automatique. C'est Tesla. Voilà, la réponse facile, c'est Tesla. Non, c'est Ferrari. Ferrari, il n'y a plus de boîte mécanique depuis longtemps. On va être précis, ils doivent proposer des boîtes robotisées. Des doubles embrayages. Messieurs, des boîtes robotisées à double embrayage. On est rentré dans la technique. Nous sommes dans l'émission des passionnés de l'auto. Vincent Cobé, directeur général de Citroën, nous a rejoint. Il va partager. Je peux en mettre une? La C5X et les cornes automatiques. On en parlera tout à l'heure. Super. Oui, et elle n'est pas du tout en diesel et ça me plaît pas du tout, mais on en parlera aussi. Tiens, allez, 11h10 minutes dans quelques instants. Vous nous rejoignez, c'est vraiment votre émission. N'ayez pas la sensation qu'on est entre nous. Venez nous rejoindre. Vincent Cobé est là, il répondra à toutes vos questions. Émission un peu chamboulée avec les amoureux de l'auto, dont vous faites partie. 0826 300 300. À tout de suite. Imaginez que votre SUV soit considéré comme un poids lourd et donc interdit de circuler à plus de 90 km/h sur autoroute. C'est une proposition folle de Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts. On en parlera à partir de midi. Seriez-vous d'accord pour rouler à 90 km/h si votre voiture fait plus de 1500 kg sur autoroute? Vous venez nous en parler à partir de midi. 0826 300 300. Mais tout de suite, un autre sujet qui va peut-être vous parler directement. 57% des Français ont déjà fait l'amour en voiture, donc ça veut dire qu'ils ont adopté la position allongée. Et vous, quelle position avez-vous adopté en voiture? Mais là, on va pas parler du moment de détente, on va parler du moment de conduite.
Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Alors si vous regardez l'émission On parle auto sur Facebook, vous avez vu tous les hommes autour de moi morts de rire, y compris Max à la réalisation. Ma première voiture, c'était aussi une 2 chevaux, Laurence. Donc, si vous avez une 2 chevaux, on peut pas allonger les sièges. Donc, ça règle le problème tout de suite. Et il y a Ford. Et il y a Ford qui vient de créer le comment ça s'appelle aux États-Unis. C'est pas des 4x4, mais tu sais, ils ont le petit moteur, enfin le camion devant, le petit camion, et ils ont la grosse. Comment ça s'appelle? Un pick-up. Merci, le pick-up. Et Ford vient d'inventer un pick-up où les sièges s'allongent totalement pour dormir dans le pick-up. On demandera à Stéphane Césaravo qui est avec nous parce qu'il était avant. Non, mais chez Ford. Je peux vous rassurer, il y a une catégorie de minivan au Japon qui est depuis très longtemps, 3 rangs de siège, vous pouvez complètement oui, horizontalement le deuxième. Banquette, oui. Bon, ceci étant dit, on n'est pas là pour parler de faire l'amour en voiture, Jean-Luc, mais vous me proposez de parler de quelque chose d'un peu plus basique, pourtant essentiel. Ouah, la musique, la position de conduite. C'est vrai que, a priori, quand on regarde un peu les gens dans les voitures, on se rend compte que beaucoup ne savent pas bien se positionner en conduite. Alors moi, je suis effaré, parce qu'il y a pratiquement un conducteur sur 2. Et là, quand je dis un conducteur, je dis un conducteur et une conductrice sur 2, qui est mal installé au volant. Alors, il y a ceux dont on voit juste du tuning, en fait, on voit juste le haut de la casquette, mais au-delà de ça, il y en a qui ont le nez dans le volant, il y en a qui sont avec les bras tendus, on a l'impression qu'ils sont dans un transat, et c'est bizarre parce que c'est propre à l'automobile, parce que si par exemple, à vélo, vous mettez votre selle très bas ou très haut et que vous n'avez plus les pieds qui touchent par terre, ou que vous prenez le guidon par le milieu, vous allez vous casser la gueule. Mais en voiture, non, il n'y a rien à faire, on s'installe mal au volant. Bon, alors, concrètement, ça signifie que les gens règlent mal leur siège ou tiennent mal leur volant? Les deux, ma bonne dame. D'abord, il faut voir correctement la route. Ça paraît évident, mais alors là, on va revenir sur le tuning. Les amateurs de tuning, ils baissent les sièges dans les voitures, ils peuvent pas voir le bout du capot. Si on voit pas le bout du capot, on peut pas conduire correctement. Et puis, beaucoup négligent aussi la bonne position par rapport au volant. Alors, comment on fait pour bien s'installer au volant? Alors, est-ce qu'on doit être prêt ou est-ce qu'on doit s'éloigner? Est-ce que je dois les bras tendus, un petit peu comme les cow-boys sur les chevaux avec les jambes? On va reprendre le basique. D'abord, alors même s'il y a des boîtes automatiques maintenant et que ça a tendance à généraliser, d'abord on règle les pédales, c'est le premier truc. Donc il faut pouvoir avoir débrayé, à rapprocher le siège suffisamment pour débrayer à fond sans avoir la jambe qui se lève du siège pour aller chercher la pédale au fond. Ça, oui. Mais non, mais ça paraît idiot ce que je dis là. On se dit attends, évidemment tout le monde le fait. Non, tout le monde le fait pas. Il y en a qui sont obligés de décoller le dos du siège pour aller débrayer. Alors, il y a des personnes évidemment qui sont plus petites ou plus grandes que d'autres. Aujourd'hui, sur les voitures, on a des amplitudes de réglage qui sont bien plus grandes qu'il y a quelques années. Parce que justement, on s'adresse à des populations qui sont très disparates. Ensuite, il faut régler le haut du corps. Donc par rapport, alors pareil, on a des possibilités de réglage qu'on n'avait pas autrefois. Maintenant, on a le volant réglable en hauteur, en profondeur. Donc il faut pouvoir tourner le volant complètement sans avoir besoin de lever les épaules du siège. Voilà. Donc vous devez avoir les bras un petit peu fléchis pour être dans la bonne position. Pourquoi? Parce que si vous avez les bras tendus comme ça et que d'un coup il y a un ballon qui traverse la route et que vous devez donner un coup de volant, vous allez lâcher le volant. Ou si vous êtes sur une route de montagne et qu'il y a une épingle, si vous avez les bras trop tendus, pareil, vous n'allez jamais pouvoir attraper le volant pour prendre l'épingle. Et puis il y a aussi le fait qu'il faut savoir tenir son volant correctement. On l'apprend quand on passe son permis, puis après on l'oublie. Il faut avoir les mains qui sont bien positionnées. On a tendance à dire 10h10. Alors 10h10, vous regardez dans les voitures, quels sont les gens qui ont vraiment les mains comme ça? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a souvent. Alors, ils tiennent le volant ou par le haut ou par le bas. Pareil, si vous devez éviter un gamin qui déboule à vélo et que vous tenez le volant par le bas et que vous avez l'autre main qui se balade ailleurs, sur la cuisse de votre voisine par exemple, vous allez être très mal. Je me permettrais de dire, souvent... Vincent Courbet, directeur de Citroën. On dessine les volants pour qu'il y ait une zone de repos du plat de la main à 10h10. Pour que justement vous ayez des encoches pour mettre vos doigts, un endroit pour placer votre pouce qui naturellement vous met à 10h10. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors sur la nouvelle C4, je ne sais pas, mais la C4 que moi j'ai eue pendant des années, le volant, on ne pouvait pas le tourner en laissant la main à l'intérieur, etc. On se tapait sur la partie centrale du volant qui, elle, était fixe. Donc on était obligé d'avoir vraiment cette position. Vous vous souvenez de ce volant-là? C'était un moyeu fixe qui vous posait ce problème. On ne le fait pas pour ça.
Non, délibérément. peut-être, Mais il est vrai que tourner avec la main à l'intérieur du volant, avoir les bras trop tendus, sont des choses qui ne sont pas favorables tous les gens font. à la sécurité. D'autant plus aujourd'hui qu'il y a des directions qui sont très assistées, donc c'est facile de tourner le volant. Ah oui, si vous ça, prenez une voiture ancienne avec une direction pas assistée, vous serez obligé de tenir votre volant correctement pour Il y a tourner. Stéphane sur Facebook, d'ailleurs, vous pouvez vous aussi nous dire ce que vous en pensez. Comment vous conduisez? Quelle est votre position? Vous pouvez réagir sur la page Facebook de Sud Radio, vous nous voyez en direct. Il y a Stéphane qui dit les accoudoirs aussi doivent être bien placés. Oui, alors après quand on est sur autoroute, le fait de positionner les mains un petit peu plus bas et d'avoir les coudes sur les accoudoirs, on va dire à la limite, on peut accepter ça, parce que rester comme ça à 10h10 pendant 500 km, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a besoin de bouger un petit peu. Voilà, donc on a fait un point sur la position idéale à avoir au volant de sa voiture. J'espère que vous prenez soin de vous, quoi qu'il en soit. Et puis une position idéale veut dire aussi qu'on aura moins mal au dos. Et il y a quand même une marque au monde qui a le plus grand des conforts. On peut faire 1500 km sans une seule fatigue. C'est Citroën. Et on en parle aujourd'hui avec son grand patron, le DG. Vincent Cobé est avec nous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et puis c'est vrai qu'on va parler de sécurité parce que on va évidemment parler de cette C5, mais c'est ce qu'on a voulu aussi parce que Citroën, en termes de sécurité, à partir du moment où on est confort dans sa voiture, déjà il y a une partie de la sécurité qui est respectée, surtout quand on conduit. Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est effectivement très intéressant. Il y a le sujet de la prévention d'accidents. Là, il faut être très clair. Vue de la route, les bras semi-fléchis, les mains de part et d'autre du volant, c'est ça qui vous permet de réagir. Mais après, il y a une deuxième chose. C'est sur un trajet de 500-600 km, est-ce que vous êtes fatigué ou 300 fatigué ou pas, oui, on est d'accord. Et là-dedans, c'est effectivement le repos des bras, c'est le fait de ne pas les tendre, et puis c'est le fait d'avoir un support du dos, une support d'assise, une support de pied qui évite la fatigue. Et ça, c'est le premier critère d'attention, de perte d'attention et de fatigue. Puisqu'on est sur le confort, Vincent, beaucoup de questions, on a eu beaucoup de questions que vous avez présentées cette semaine. La C5X, alors on reviendra sur le nom, parce qu'il y a des questions également sur le nom, mais puisqu'on parlait du confort, la question que tout le monde se pose, parce que ça fait des années que Citroën nous dit on revient aux fondamentaux avec un confort qui va être... Alors on prenait l'expression tapis volant, mais c'est vrai que la DS, on était un peu tapis volant. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette C5X, on franchit encore une nouvelle étape en matière de confort, qui avait déjà été initiée par les C5, C5 Crossback. Ça fait quelques années qu'on est en train de remonter le curseur en termes de confort dynamique chez Citroën. Ça a commencé avec la dernière variante de la Cactus, qui a introduit les doubles butiers hydrauliques. On a vu les publicités à la télé avec la tasse à café sur le toit et la petite fille à l'arrière. On a ensuite introduit ces doubles butiers hydrauliques sur le C5 Aircross, et je vous recommande de l'essayer, le C5 Aircross. Oui, c'est sur des longues distances en autoroute, c'est absolument extraordinaire. Mais on n'est pas encore tout à fait dans l'esprit tapis volant, en fait. Et on continue. La C4, elle est un peu plus basse, elle a des passages de roues un peu plus larges. Et là, vous avez un équilibre qui monte encore d'un cran entre un confort dynamique et une précision de conduite, qui est tout à fait admirable. C5X, on remet le couvert, on monte d'un cran, double butier hydraulique, suspension pilotée et une position très large sur la route. Messieurs, juste une petite seconde, parce qu'effectivement, nous sommes en radio, que nous n'avons pas l'image de la C5X, donc je voudrais inviter tous ceux qui nous écoutent de ne pas hésiter à aller sur Internet, pendant qu'ils nous regardent en plus sur Facebook, d'aller voir cette C5X, parce qu'on va en parler évidemment, il y a pas mal de choses sympas, dont la ligne qui est juste, à mon sens, à tomber. Alors, ça serait cool qu'un jour on puisse l'essayer avec un de nos auditeurs, qu'on fasse un petit truc dès qu'elle va sortir, avec ceux qui nous écoutent. La ligne, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ouais, la ligne, on a Didier qui nous dit elle est magnifique, puis on a Jean-Jacques qui nous dit elle est vraiment pas belle. Ah si. Alors, c'est une affaire de goût, mais ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est que vous avez un peu mélangé tous les styles. C'est-à-dire que vous auriez pu faire un SUV, c'était classique, une berline parce que on y reviendra, elle est fabriquée dans un pays où on aime encore les berlines. Et puis un break, parce que en Europe, c'est vrai qu'on n'aime plus les berlines, mais on aime bien les breaks. Là, vous avez dit, c'est pas grave, on va tout prendre et on va tout mélanger. Et en fait, le style, on a du mal à se positionner. C'est quoi alors vous me la vendez comment, la voiture ? On va le faire très simple. Quand vous avez Après, je vous donnerai mon avis personnel. C'est très bien. Si vous avez la chance d'avoir mon job, vous avez deux choses. Non, mais moi, j'ai une chance extraordinaire. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Non, mais le mien est pas mal. Quand vous avez la chance d'avoir mon job, il y a deux choses que vous devez toujours garder à l'esprit. Un,
il faut créer un objet de désir. Parce que l'automobile... C'est qu'en voiture, ça ? Je parle professionnellement pour le moment. Quand vous achetez une voiture, vous investissez une partie substantielle de vos économies pour quelque chose qui va devenir une partie de votre famille. Donc il faut que ça soit un objet de désir. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir quels sont les besoins fondamentaux de votre client. Or, ce qu'on regarde, nous, depuis 10 ans, c'est on voit les SUV, les SUV, les SUV, les SUV. Les SUV, ça répond à une demande assez simple. C'est ce qu'on appelle la vie multiplexée. Des gens qui travaillent, qui ont une vie de famille, qui ont une vie de week-end, d'aventure, de sport, et qui cherchent un véhicule qui soit volumineux, qui soit haut sur la route, qui soit très flexible dans son utilité. Ça remplace les monospaces en étant plus valorisant. En fait. Exactement. Et c'est devenu un peu le style à la mode. On se dit, ça c'est très bien, ça va rester à 30-40% du marché, mais ça va pas devenir tout le marché. Parce qu'il y a aussi des gens qui aiment la fluidité, l'élégance, qui aiment les grands trajets, qui aiment un certain confort surélevé, qui aiment un espace à l'arrière, qui aiment cette notion de voyage qui, pour moi, est fondamentale. Par contre, quand on le fait, il ne faut pas qu'on tombe dans les poncifs du passé. Une voiture basse, complètement fixe, non flexible, non adaptable, dans laquelle on descend et on a beaucoup de mal à sortir au-delà d'un certain âge. Vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez fait une voiture pour les vieux? Non. Une voiture pour les élégants, Monsieur Moreau. Je ne parlais pas de vous, Jean-Luc. Et je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis qui nous écoutent. Là. Donc, dites-nous ce que vous en pensez de la ligne de la C5X, vous qui écoutez Sud Radio. Donc on a fait quelque chose qui a la fluidité d'une grande berline. Visuelle, aérodynamique, cette beauté. Après, elle a la fonctionnalité d'un break. Elle a un coffre extraordinairement volumineux. Et puis, elle a gardé certains de ces avantages du SUV qu'on aime bien. On rentre dedans plutôt qu'on ne plonge dedans. Oui. On en sort facilement. On a une vue sur la route du trafic. Donc, on a ce concept hybride qu'on a emballé dans une robe à tomber. Merci beaucoup, messieurs. Car nous allons continuer cette discussion à bâton rompu et sur les chapeaux de roue avec vous sur cette C5X. Moi, je vous dirais juste ce que j'en pense. Je te l'ai dit au téléphone, pardon, Monsieur Moreau, je vous l'ai dit au téléphone. Je trouve que vous allez vers des lignes de Porsche ou des lignes de Jaguar en SUV. Je les trouve extrêmement élégantes, extrêmement belles. Je préfère cette ligne-là que toutes les lignes des Aircross et tout ça. Moi, j'ai pas du tout adhéré, mais après, c'est très personnel. Et vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous? 0826 300 300 ou vous venez nous dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, il y a déjà une question. La C5X sera-t-elle aussi efficace que la Xantia Activa V6 sur le test de l'élan? On parle de tout ça dans quelques instants. Et nous sommes avec vous en direct sur Sud Radio, le directeur de Citroën qui nous casse les casques. Ah non, mais voilà. Bonjour, si vous nous rejoignez à 11h30 exactement. On parle de cette fameuse C5X. Laissez-moi aussi vous dire qu'on aura bien sûr d'autres sujets avant midi puisque vous retrouverez votre rendez-vous habituel. Quelle voiture choisir grâce au conseil de Jean-Luc? Vous n'hésitez pas également à vous inscrire au 0826 300 300. Et puis on parlera aussi de moto avec les critères, les vignettes critères aussi qui touchent les motos dans quelques instants. Et puis tout de suite, eh bien, on continue de parler de la C5X qui a été présentée cette semaine, qui n'est pas encore sortie pour le grand public. Il faudra attendre quelques semaines de plus. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et beaucoup, Jean-Luc, de réactions sur la C5X sur notre page Facebook Sud Radio où vous pouvez suivre l'émission en direct. Beaucoup qui ont suivi mes conseils sont allés la voir sur Internet et disent « Ouh là là, elle est belle, très belle C5X ». Certains disent « Oh, bah moi je préfère la DS7, voilà les goûts et les couleurs ». Et cette question qu'on nous posait sur le test de l'élan, alors par rapport à l'autre? La première chose qu'il faut dire, et je suis très heureux... Qu'est-ce que le test de l'élan d'ailleurs? Alors, le test de l'élan, c'est un test d'évitement qui a été développé originellement dans les pays scandinaves pour justement mesurer la réactivité d'un véhicule à l'apparition d'un élan sur la route, d'où le nom, mais qui est fondamentalement le test d'évitement que vous passez quand vous passez le permis moto en France. C'est la même chose. Et on a historiquement une marque allemande que je ne citerai pas. Moi je vais le dire parce que je peux le dire, la Xantia faisait mieux qu'une Porsche 911 à l'époque. Voilà. Et ce test est connu parce qu'une marque allemande a échoué au moment du lancement d'un véhicule compact urbain. Mercedes, elle était partie sur le côté. Voilà. Xantia, et je suis très heureux d'entendre l'auditeur dire ça, Xantia, la performance dynamique de la suspension de Xantia, je pense que c'est une référence mondiale. Il faut être très clair. Donc alors clairement, pour répondre vite, ça va faire aussi bien ou mieux même? Le résultat, je l'ai pas parce que j'ai pas fait test de l'élan avec C5X, donc je peux pas vous le donner. Ce que je trouve très intéressant, c'est que l'histoire que je racontais un peu il y a 2 minutes, on est au très haut niveau en confort. Et on est en train aussi, en même temps, de monter le curseur en tenue de route dynamique. C'est-à-dire, on était bien
voire très bien, on est en train d'essayer de devenir référence. Donc quand vous mettez ensemble des doubles butiers hydrauliques et de l'amortissement piloté, vous arrivez à quelque chose qui aura un passage en virage de très très haut niveau, avec un équilibrage des suspensions, et en même temps une absorption des vibrations de très haut niveau. C'est d'ailleurs beaucoup de questions des auditeurs, c'est est-ce que on va faire mieux que la suspension hydropneumatique qui existait avant avec cette technologie aujourd'hui? Si vous voulez, j'apprends rien à personne en disant que Citroën est connu depuis plus d'un demi-siècle pour des suspensions extraordinairement techniques qui combinaient un coût élevé, une fiabilité pas toujours au rendez-vous et une performance extraordinaire. Depuis une dizaine d'années, on est en train de travailler sur des suspensions qui sont très efficaces tout en étant beaucoup plus sous contrôle, j'allais dire, d'un point de vue technique. Et là, on fait une première mondiale. On met de la suspension pilotée sur des doubles butiers hydrauliques. Je pense qu'on va être dans un très haut niveau. Ce que j'ai conduit jusqu'ici est plein d'espoir. C'était bien. Alors, plein de petites questions. Rapidement, on a Lionel Robert qui nous attend aussi. C5X, pourquoi ce nom-là? Oui, très bien. Alors, C5X, déjà, si vous voulez, un jour, je vous invite dans un naming committee. C'est le truc le plus intéressant de l'homme. What is it that? Un naming committee, c'est là où vous décidez le nom d'une voiture. D'accord. Donc, c'est quelque chose où il n'y a pas de fait, juste des opinions, de l'histoire. Ça brainstorm dans tous les sens. C'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Premièrement, parce que on a un superbe héritage avec C5. On a une crédibilité, de la fiabilité, de l'usage, de la durée, du voyage, de la fonctionnalité. Et X, c'est quoi? X, c'est deux choses. C'est deux ou trois choses. Premièrement, c'est très clairement un appel vers le fait que c'est une silhouette hybride. Elle est un peu plus haute, elle est à mi-chemin d'une berline et d'un break, elle a les avantages d'un SUV. Donc on voulait bien signaler le fait, attention, on n'est pas dans un ovni, mais on est quand même dans quelque chose qui est un peu différent. Et puis après, on a quand même un grand amour pour CX, XM, C-Expérience. Il y a une belle histoire derrière. Le prix, on en parle un peu, on va savoir. Le prix, on ne l'aura pas parce qu'il ne va pas nous le donner, mais au moins on aura la date de sortie. Parce qu'il y a une vraie question qui va avec le prix. C'est, on nous a vendu Citroën comme une marque qu'elle est, alors pas low cost, mais plus accessible. Et là, vous nous sortez un véhicule, on va dire, quand même un peu haut de gamme. Comment ça se positionne par rapport à DS? Alors, premièrement, moi, je vous ai jamais vendu Citroën comme une marque des mots horribles que vous avez prononcés. Je suis assez d'accord. J'en ai la Cactus, au départ, si, on nous l'avait vendu quand même comme un véhicule low cost, dans le concept. Ce que je tiens à dire, et ça, pour moi, c'est assez fondamental. Citroën, c'est deux, trois choses. Un, c'est du confort, du bien-être. Quel que soit le prix, quel que soit le véhicule. Deux, c'est de l'innovation. C'est une marque qui n'a pas peur de faire ce dont vous aurez envie demain plutôt que ce que vous avez acheté avant-hier. C5X, c'est l'exemple. Oui, d'accord. Trois, c'est une humanité, mais une humanité au sens progressiste, au sens politique du terme. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des motorisations non plus, et ça c'est important. Mais ce que je veux dire, parce que mais on n'a pas beaucoup de temps, donc faut passer la vitesse supérieure. Bien, madame. Non, mais je veux répondre sur le sujet prix. Si vous regardez ce qui se passe dans la rue, dans les concessions, on parlera des Allemands, mais pas seulement, il y a une inflation des prix très forte. On n'est pas là. On ne veut pas être là. Donc, quand on fait une C5X, c'est du rêve abordable. C'est quoi? C'est entre 35 et 40 000? On va passer à... Je ne vais pas vous donner de chiffres, mais on n'est pas... En début, en fourchette. Commercialisation quand? Prise de commande en octobre, livraison fin d'année. Et tarifs, donc, ils seront dévoilés quand? Les questions seront dévoilées après l'été. Les questions qui fâchent, on ne peut pas faire autrement. C'est les fabrications en Chine, fabriquées en Chine. La première question qui fâche, c'est on nous dit, ok, d'accord, on parle de relocalisation. A priori, c'est un mot que les gens ne comprennent pas chez Citroën, parce que relocalisation, voiture fabriquée en Chine, c'est vrai que ça ne va pas bien ensemble. Et en plus, on peut se poser la question, on pourrait se dire, c'est une voiture qui va être faite avant tout pour le marché chinois. Or, Citroën en Chine, ça fait quand même quelques décennies que vous n'arrivez pas à vous implanter vraiment. Alors, il y a vraiment beaucoup d'éléments, mais on va y aller. Allez, on sort les gants, on est parti. Déjà, Citroën en Chine, quelques décennies, je vous rappelle, premier fabricant international en Chine. Oui, mais il y a quelques décennies, on vendait 400 000 Citroën en Chine. Alors, vous ne pouvez pas me dire, il y a quelques décennies, ça n'allait pas. D'accord ? On sort d'une période particulièrement désagréable sur Citroën en Chine, ça c'est tout à fait vrai. On est en train de tourner le virage, comme on dit en anglais, et on espère bien que ça va s'améliorer. C'est une des priorités de Stellantis en 2021. Deuxièmement, le marché de la grande berline en Chine, c'est 3 fois l'Europe.
Oui, 2,4 millions par rapport à 800 000. C'est la réalité aujourd'hui. On comprend déjà le style En de la fait, voiture. elle va être plus vendue là-bas. Vous la destinez On plus a pour quand le même marché une part chinois. de marché beaucoup plus importante en Europe qu'on a en Chine. Donc au total, on vendra les mêmes montants, les mêmes volumes. On fera une émission spéciale parce que là, sincèrement, mon Jean-Luc, on est en train de se faire dépasser totalement. Non, mais on a Lionel Robert Oui, qui est mais avec nous. oui, puis après on a d'autres rendez-vous. Oui, mais on va et le prendre temps Lionel. De passe. toute façon, on va parler de C5X. Lionel, venez nous rejoindre. Lionel Robert. Bonjour, monsieur Lionel Robert. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence, bonjour Vincent Cobet. Bonjour. D'abord, je tiens à m'excuser auprès de tous les auditeurs parce que c'est vrai que du coup, ça court un peu. C'est tellement passionnant qu'on est un peu décousu. On est un peu décousu. Lionel, on va parler des awards de l'automobile. Alors, tiens, déjà, vous montez, sans rouler, mais vous êtes monté dans la C5X. Et vos premières impressions, c'est quoi? D'abord, je dirais l'espace. Autant effectivement, comme vous l'avez souligné, la ligne, on va dire, peut déranger ou peut séduire. Hein. Si elle ne dérangeait pas, c'est clivant, si allez hop. Voilà. Ça serait pas une Citroën si elle ne dérangeait pas. De toute façon, il y aurait forcément quelque chose qui manque. Mais en tout cas, à l'intérieur, je pense que tout le monde en conviendra pour estimer que la voiture donne tout de suite envie de voyager. Clairement, on s'y sent tout de suite extrêmement bien. Il y a une habitabilité qui est somptuaire. Il y a une qualité perçue qui est aussi au rendez-vous. D'ailleurs, je me permets de préciser quand même qu'il est de notoriété publique aujourd'hui que les voitures les mieux fabriquées au monde, c'est en Chine qu'elles le sont. Donc, quelque part, même si ça peut être... ça fait du mal, hein, ça fait mal à entendre. Ça, c'est vrai que ça fait mal à entendre. Pour notre filière à nous, pour notre filière auto. En tout cas, faut quand même le reconnaître, c'est quand même là-bas qu'elles sont bien fabriquées aujourd'hui. Bon. Donc, je dirais que cette voiture, donne envie, clairement, de prendre la route. Pour une longue distance. Pour les longues distances, mais sans diesel, parce que ça, on l'a pas évoqué. Donc, que des motorisations ou essence ou motorisation hybride ou hybride rechargeable. Alors, hybride rechargeable, on peut comprendre la fabrication en Chine puisque les batteries sont fabriquées là-bas. C'est CATL qui vous fournit les cellules, je pense, oui. Voilà. Donc, 3 motorisations qui sont prévues au départ, hein, c'est ça? Essence, hybride rechargeable. Non, deux motorisations essence et un hybride rechargeable. Et un hybride rechargeable. On ne fait pas d'hybride non rechargeable. Il n'y aura pas d'hybride simple. Ok. Et moi, je peux répondre déjà sur le diesel. Il faut être très clair. Alors là, c'est une décision qui est purement rationnelle. Le diesel dans ce segment, donc des grandes berlines en France, c'est 80% il y a 5 ans, c'est moins de 50 l'année dernière, c'est moins de 20 dans 3 ans. Ouais. Mais en plus, la disparition programmée du diesel. Un coût de dépollution qui va être de plus en plus important. C'est un coût à l'achat, c'est un coût à l'entretien, c'est une technique de dépollution et en gros Euro 7 qui va arriver à un horizon 2025-2026 est la fin du diesel annoncée. Mais il y a Carlos Tavares qui est contre cette politique bashing auto et motorisation. Vous, est-ce que c'est aussi parce qu'elle va être avant tout pour le marché chinois qui utilise moins le diesel que nous, que c'est aussi une prise de position motorisation? Je pense que quand vous regardez ce segment des grandes berlines, il est en Europe entre 70 et 80% un marché de flotte. Quand vous êtes dans de la location longue durée, de la gestionnaire de flotte, vous êtes préoccupé par les valeurs de revente. Un diesel à horizon de 5 ans, sa valeur de revente est une incertitude au mieux. Lionel, cette C5X dans les awards de l'automobile, elle pourrait prétendre à un podium dans quelle catégorie? Justement, c'est là où c'est pas facile parce que comme vous l'avez mentionné, comme elle tient un peu de toutes les catégories quelque part, il n'est pas évident qu'elle soit spécialisée pour en conquérir une. Si, il y en a une qui lui conviendrait très bien, mais elle n'existe pas encore. Alors il va peut-être falloir la créer. Ça serait celle du bien-être. Voilà, on va faire une catégorie en plus, la catégorie bien-être. Et puis moi, j'ai envie de dire, sortons des sentiers battus. Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours être formaté? Et là, Citroën avec cette C5, c'est pas, je vous fais pas, je suis pas en train de vous lécher quoi que ce soit. Mais je la trouve très belle, les bottes. Oui, je la trouve très très belle, et je trouve que c'est bien de sortir des formats que l'on connaît. C'est pas la première fois qu'on le fait. Et Citroën est assez. On l'a fait avec Ami, on le fait avec C4, même C5 Aircross, c'est un des seuls SUV compacts qui a 3 sièges indépendants à l'arrière. Bon, messieurs, malheureusement, on va être obligé d'y aller. On en reparlera parce que de toute façon, la voiture va arriver en France. Vous reviendrez nous voir quand vous voulez. Avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Super. Vincent Cobet était notre invité ce matin. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de l'émission. Il nous reste un petit quart d'heure pour parler de la sortie de la C5X. C'est vrai qu'on pourrait faire une émission spéciale, d'ailleurs, avec vous prochainement. Dès qu'elle sort, comme ça, dès qu'elle va être vendue vraiment. Comme ça, on aura un avis plus pertinent. Et puis on l'aura essayé.
On l'aura essayé. Et puis j'aimerais bien qu'on essaie d'organiser quelque chose pour les auditeurs qui adorent aussi Citroën et un essai circuit avec la nouvelle voiture, la C5X de chez Citroën. Merci beaucoup aussi à Lionel Robert d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on répond à la question de Jean-Jacques Garé sur sa moto et la vignette critère. On parle pneus, mais on va pas y en parler. Et puis quelle auto choisir avec Arthur qui aura besoin des bons conseils de l'ami Jean-Luc Moreau. Et merci de nous rejoindre si vous prenez juste l'antenne de Sud Radio. On parle auto avec Jean-Luc Moreau. Il y a beaucoup de réactions sur Facebook. Merci à vous tous d'ailleurs de nous rejoindre régulièrement. On a Daniel qui est là, qui nous fait des petits coucous. Il y a pas mal de gens qui... Voilà, c'est vraiment chouette. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Stéphane qui dit tiens, on exporte la construction et la pollution, de ce fait une volonté green. Bon, je suis pas persuadée parce qu'on parlait de la fabrication en Chine. On a pas mal de trucs. Hein. C'est vraiment très sympa. Merci à tous. Bon, allez, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais me taire. Je vais laisser la place à nos invités. On va parler vignette critères et moto tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et c'est Jean-Jacques Garé que l'on accueille, Jean-Luc. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour. Bonjour. Laurent. Bonjour Jean-Luc, merci de m'accueillir. Bon, vous habitez à côté de Grenoble, mon pauvre. J'habite à côté de Grenoble, exactement, et je possède, outre mes voitures, je possède une 125 Honda Varadero, donc avec un moteur de 125 cm3, et donc comme j'habite aux portes de Grenoble, il m'arrive de me déplacer dans l'agglomération, qui est une ZFE, zone à faible émission, oui. Voilà, et donc j'ai demandé la vignette critère, et donc comme c'est un modèle de 2002, on m'a attribué la vignette critère de classe 4, et donc qui m'interdit de rouler là-bas. Voilà, et alors que quand je compare ma petite moto de 125 cm3 qui a un moteur donc qui est à peu près entre 10 et 15 fois moins en cylindré, moins gros qu'un diesel. Vous dites c'est pas juste, c'est ça. Voilà. Alors qu'un véhicule essence de même année a une vignette critère 3. Oui, alors c'est pas... d'abord Jean-Jacques, je suis désolé, mais il n'y a pas vraiment d'injustice dans ça. Pourquoi ? Parce que d'abord les motos ont été dépolluées après les voitures. Donc si vous prenez une voiture et une moto de la même année, la moto a des dispositifs de post-traitement. Alors les motos, il n'y a pas de diesel, hein, c'est que de l'essence, mais par exemple les pots catalytiques sont arrivés beaucoup plus tard sur les motos. Donc il y a ça. Si vous prenez la même année, vous serez moins dépollué à moto. Et puis dites-vous bien que la pollution, elle n'est pas proportionnelle forcément à la consommation. La meilleure preuve, c'est le diesel. Il y a des diesels qui consommaient beaucoup moins que des moteurs à essence et qui polluaient malheureusement beaucoup plus que des moteurs à essence. Par exemple, ce qu'on appelle les oxydes d'azote, c'est pas proportionnel à la consommation de carburant puisque les oxydes d'azote sont générés en fait par l'air qu'on admet dans le moteur. Voilà. Donc c'est pas le carburant. C'est le comburant, en fait, qui génère les oxydes d'azote. C'est un peu technique, mais dites-vous bien que ça n'a pas de rapport. Alors moi, j'ai des amis à qui j'explique ça de temps en temps et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils me disent « Ah ouais, je vais faire modifier la cartographie de ma voiture. Elle consommera moins, donc je polluerai moins. » J'ai dit « Non, tu vas faire modifier la carto. Ça va consommer moins, d'accord, mais tu pollueras plus. » Alors, en général, ça donne mal à la tête. Mais un jour, je vous expliquerai. Et pourquoi c'est très compliqué à expliquer ? Oui, c'est assez compliqué. Là, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais dites-vous bien que ce que vous pensez être une injustice, Jean-Jacques, en fait, malheureusement, c'est la réalité. Bon, donc ce n'est pas une injustice. Non, c'est pas une injustice. D'accord. Tant pis. Alors, il faudra que je change ma moto alors. Voilà. Cela dit, une Honda, c'est plutôt mieux que d'autres à norme anti-pollution équivalente. Hein. Honda a toujours été un peu plus vertueux. En plus, c'est hyper fiable. Voilà. Mais achetez un modèle plus récent. Merci beaucoup d'être intervenu, Jean-Jacques. Une petite suggestion, augmenter la durée de l'émission. Ça sera super. Merci, Jean-Jacques. On va en parler pour l'année prochaine. On fera de 8h à 21h le dimanche, si vous voulez. Entre autres parce qu'il y a quand même beaucoup d'émissions aussi sur Sud Radio et il y a plein de choses à faire et pas que l'auto, même si tous les deux on est passionnés. Allez, merci beaucoup. Tout de suite, bonne journée à Jean-Jacques du côté de Grenoble. On va parler pneus, mais on va bien en parler. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Je me fais toujours manger. Dominique Stemfeld, président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Dominique qui ne manque pas d'air et aujourd'hui va nous expliquer comment. Parce que c'est vrai, on a parlé. Respecter les bonnes pressions pour les voitures, que c'était important pour la consommation, c'est important pour l'usure des pneumatiques, mais même moi, ça m'arrive de temps en temps, parce que j'ai plein de voitures, me dire « Ah, zut, tiens, celle-là, au fait, on la gonfle à combien ?» Où est-ce qu'on trouve les pressions de gonflage ? Alors c'est vrai
C'est vrai qu'à une époque, on avait des tableaux de gonflage qui étaient... dans les stations-service, ouais. Dans les stations-service. Alors, comme le parc automobile maintenant est extrêmement large, ces tableaux de gonflage ont disparu. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions pour avoir des informations sur la pression à utiliser. Alors d'abord, on trouve les informations dans le véhicule, sur le montant de la porte, sur les tranches de la porte, parfois dans les trappes à essence. On trouve également l'information systématiquement dans le livret de bord du véhicule. Ah oui, mais ça, vous connaissez des gens qui l'ont lu? C'est ça. Alors, moi je le lis. Ah bah, c'est pour vous endormir le soir quand vous avez des insomnies. Ouais. C'est ça. Et puis en fait, les tableaux de gonflage qu'on trouvait dans les stations, aujourd'hui, c'est remplacé par des informations qu'on trouve largement sur les sites internet. Alors ceux des distributeurs, ceux des manufacturiers, et puis également il y a des sites internet spécialisés. Je tape pression et je mets le nom de ma voiture et je vais l'obtenir sur mon smartphone? Oui, vous allez le trouver par différentes voies, mais vous allez trouver les pressions de gonflage de manière très facile. Alors les pressions, souvent il y en a deux d'indiquées, ça correspond à quoi? Devant, derrière. Alors il y a les pressions. Il y a devant, derrière, bien évidemment. Alors il y a les pressions à faible charge, donc quand on roule à deux dans un véhicule et sans bagage, et puis il y a une pression à pleine charge quand effectivement le véhicule est occupé. Ou grande vitesse, comme Laurence quand elle est à 250 km/h sur l'autoroute pour aller dans le nord de la France. Ouais. Ou alors à grande vitesse. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut toujours prendre ces pressions à froid, et dans la mesure où on peut pas le faire parce qu'on a déjà roulé, il faut augmenter la pression de 0,3 bar pour retomber à la bonne pression lorsque le pneumatique s'est refroidi. Question, quand le pneu est un peu usé, est-ce qu'on respecte aussi ces pressions-là? La pression qui est indiquée par le constructeur, elle est valable pour tous les pneus et quelle que soit l'usure du pneumatique. D'accord. Bon voilà, on lui a mis la pression un petit peu pour éviter. Mais merci Dominique, c'était vraiment très bien. Vous savez ce que je regrette, puisqu'on a 30 secondes de plus, vous vous souvenez, alors nous c'est peut-être parce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais avant on allait dans les stations-service et il y avait de quoi recharger en pression ses pneus sans payer, sans quoi que ce soit. Maintenant tout est payant. Tout est payant. C'est un vrai problème. Il faut aller en région un peu. Alors, sur les voitures, dans la plupart des voitures maintenant, il y a des compresseurs qui sont embarqués, qui ont supprimé la roue de secours, et on peut effectivement faire sa pression de gonflage avec le compresseur du véhicule. Ah d'accord. Faudra que je regarde dans mon coffre, je vais jamais regarder moi si j'avais un compresseur. des presseurs j'en ai, mais bon merci beaucoup Dominique. Merci Dominique. À bientôt, merci. Bon week-end, président du syndicat des professionnels du pneu. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et nous accueillons pour notre dernier rendez-vous Arthur qui nous rejoint sur Sud Radio. Bonjour Arthur. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Arthur. Alors, on vous écoute. D'abord, vous habitez où Arthur? Là, j'habite pas très loin de Lyon. De Lyon. Ah, de Lyon. Très bien. Voilà. On vous écoute. Merci d'avoir sélectionné ma question qui concerne l'éthanol. Donc, aux alentours des années 2010, il y avait certains constructeurs qui ont vendu des véhicules flex-fuel d'origine. Ouais. Jean-Luc a vanté régulièrement un véhicule comme la Golf Multifuel et déconseillé la 300 CS Bioflex. Ouais. Et j'aimerais savoir ce qu'il en était des autres modèles comme la Laguna Flex-Fuel ou encore la Saab 9.3 Biopower. Merci de votre réponse. Et puis, si vous le souhaitez, je pourrais aussi vous parler de mon expérience avec un boîtier éthanol que j'ai monté sur mon véhicule qui était une 406 coupé et avec lequel j'ai parcouru 600 000 km. 60 000. Ah oui, parce que 600 000. Moi, j'ai déjà 80 000 km à l'éthanol. Tiens, une question pour Vincent Cobé qui est toujours là. Pourquoi directeur de Citroën, les constructeurs français ne s'intéressent pas à l'éthanol dans un pays où on est quand même premier producteur européen et où Ford, par exemple, va proposer toute une gamme? C'est vrai. Il y a plusieurs réponses qui ne sont pas parfaites. La première, c'est que c'est une économie qui ne marche pas très bien en Europe. Le seul pays où c'est économiquement rentable, en fait, c'est le Brésil. Et donc, c'est moins cher pour l'usager, mais c'est une économie qui n'est pas totalement vertueuse pour nous. Deuxièmement, d'un point de vue technique, ça apporte un certain nombre de risques qu'on n'est pas toujours... on n'a pas toujours un grand appétit pour le prendre parce que ça a des enjeux de durabilité sur un certain nombre d'éléments du moteur. Donc ça vous amène à faire un développement spécifique. Les produits utilisés sont assez corrosifs pour l'injection et donc effectivement vous avez tout un tas d'éléments du moteur qu'il faut redévelopper
si vous voulez avoir la garantie constructeur. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un regard un peu prudent sur les développements d'origine. Ça veut dire que les gens, quand ils mettent leur boîtier, il y a aussi une prise de risque à ce niveau-là alors. Ça dépend comment ils font l'injection à l'huile de la fond, mais oui. D'accord. Bien sûr. Alors, merci de votre honnêteté, on parle vrai sur Sud Radio. Pour répondre à Arthur, alors c'est vrai que la Golf 1,4 litre, elle s'appelait Multifuel. C'était vraiment, au moment où elle était vendue, elle était que 450 € plus cher que le modèle essence. C'était vraiment la meilleure offre. En plus, l'adaptation était très bonne. La voiture était plus performante. Elle consommait finalement pas beaucoup plus. Elle consommait un petit peu plus à l'éthanol, mais c'était vraiment la meilleure affaire. Il y a eu à l'inverse, même en première monte, des modèles qui n'ont pas été très bons. Il a cité la 307 qui, dans mon souvenir, n'était disponible qu'en break à l'époque, en plus, et qui était une adaptation. Franchement, c'était un moteur brésilien qui avait été vendu en France. C'était pas extraordinaire. Ceux qui étaient les meilleurs à l'époque, alors c'est ballot parce que la marque est disparue, c'était Saab. Parce que les Saab, alors elles étaient un peu comme vous, Laurence, elles avaient l'alcool joyeux. Parce que quand elles fonctionnaient à l'éthanol. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Non seulement. C'est pas prévu, mais c'est pas faux. Des fois, je peux aussi avoir l'alcool triste, selon les gens que j'ai rencontrés avant. Non seulement ça coûtait beaucoup moins cher quand on était à la pompe, mais en plus on gagnait en puissance. C'était le système, il s'appelait Trionic, qu'il y avait sur les Saab, je m'en souviens très bien. On gagnait entre 20 et 30 chevaux suivant les modèles quand on passait à l'éthanol. Alors en changeant de carburant, on payait moins cher et en plus on avait des performances qui étaient supérieures pour une consommation qui était quand même assez maîtrisée parce qu'on était entre 15 et 20% de consommation supplémentaire pour un prix du carburant qui était 2 fois moins cher. Donc il y avait trouvé aujourd'hui une Saab, c'était BioPower le nom des Saab à l'époque, trouver aujourd'hui une Saab BioPower en occasion, allez-y. En plus, avec le temps, elles ont démontré qu'elles étaient fiables. Donc ils avaient bien intégré la transformation pour rouler à l'éthanol et aujourd'hui c'est une bête rare, mais c'est une bête à acheter si on en trouve une. Arthur, pour conclure. Et la Laguna, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc? Joker. Allez, je la mettrais dans la même catégorie. Alors Renault, bizarrement, tous les constructeurs arrivaient à tirer parti de l'éthanol en augmentant un petit peu la puissance, puisque le taux d'octane de l'éthanol est à 104 contre 98 pour le super normal ou même 95. Donc on arrive à tirer un peu plus de puissance, mais les moteurs Renault à l'éthanol délivraient la même puissance, voire un peu moins. C'est ballot pour un motoriste qui était champion en F1 à l'époque. Voilà. Bon, Arthur. Non, les Renault, non. Bon, Arthur, c'est bon pour vous? Vous avez votre réponse du coup? Très bien. Génial. Petite précision, puisque dans quelques instants nous allons être avec Ça roule à midi avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes qui écoute l'émission, qui lui aussi adore et qui vient de m'envoyer un petit message en me disant pour les boîtiers homologués, Laurence, on perd la garantie constructeur mais on gagne la garantie du boîtier fabricant si homologué. Oui, si homologué. Oui. Donc, il y a merci de la précision de Pierre. Des boîtiers homologués. On a des passionnés de voitures sur Sud Radio le week-end et on partage les bonnes infos. Merci beaucoup Arthur, on vous fait un gros bisou, passez un bon week-end. Monsieur Vincent Cobé, passez un bon week-end aussi. Merci beaucoup, vous de même. Et la semaine prochaine, on parlera Citroën. Ah, j'adore. Encore avec la Mi 6. Exactement. Et vous savez que la Mi 6, c'était la première. Et c'était la première familiale véritable d'après-guerre, la Mi 6. Ça fait 60 ans de familiale avec la C5X. Un design pour le coup vraiment clivant. D'après-guerre, Vincent. Parce que je vous vois regarder dans votre histoire, Vincent, c'était vraiment la Mi 6, la première familiale d'après-guerre. On va faire une émission consacrée aux voitures anciennes la semaine prochaine, puisque le dimanche est la journée nationale des véhicules d'époque. Alors bon, à cause du confinement, on ne pourra pas sortir, mais on va quand même parler vieilles autos la semaine prochaine. Mais on parle que de vieilles autos, parce qu'on reste avec des jeunes animatrices. Allez, c'est l'heure. Allez, c'est parti, il faut qu'on accélère. Merci à tous. Dans quelques instants, je vous l'ai dit, on retrouve Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes. Et on va parler de cette folle proposition d'Europe Écologie Les Verts de limiter à 90 km/h sur autoroute les voitures de plus de 1500 kg. À tout de suite.